Christophe André, bonjour. Bonjour. Vous êtes né il y a 67 ans d'un père marin et d'une mère institutrice à Montpellier. Rugbyman enfant, lecteur de Freud ensuite, vous devenez psychiatre. Vous passez l'essentiel de votre carrière dans le service hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et vous vous spécialisez dans le traitement et la prévention des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs. Vous êtes parmi les premiers à proposer, dès 2004, de soigner par la méditation. Vous avez vous-même été confronté à la maladie et vous avez perçu la force de la main d'un soignant dans la vôtre. Vous réhabilitez notre besoin d'attention à la souffrance humaine et aussi notre besoin de consolation. À longueur de livre, vous tordez le cou à l'individualisme ou à la doxa de l'autonomie à tout crin qui est prêchée dans notre société. Je pense à ces liens qui nous font vivre, éloge de l'interdépendance que vous aviez écrit en 2020 chez Odile Jacob, ou Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne, édition L'Iconoclaste. Et puis, vous récidivez aujourd'hui, Christophe André, avec S'estimer et s'oublier, ici présent, publié chez Odile Jacob. Et puis, last but not least, vous avez 3 filles qui vous occupent, j'imagine, beaucoup. Maintenant, vous allez vous prêter, si vous êtes d'accord, à un petit questionnaire. Alors moi, je ne suis pas psychiatre, ni psychologue, ni rien du tout d'ailleurs. Je vous pose des questions comme me sont venues au fil des lectures de vos livres, ces curiosités qui m'habitent. Est-ce que vous pourriez me décrire une scène heureuse de votre enfance ? Oui, c'est avec mon grand-père que j'ai connu les plus grands bonheurs. Ça m'émeut d'en parler. C'est, par exemple, quand mon grand-père, c'était un ancien, il avait fait la guerre d'Espagne dans les bataillons internationaux, il avait été fait prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était militant au Parti communiste, c'était un peu mon héros quand j'étais petit. Donc, je me souviens des balades avec lui en Solex. Il me mettait les vélos Solex, les anciennes petites mobylettes là, qui existaient autrefois. Alors, je me tenais debout entre ses bras, devant le guidon, et on sillonnait les rues de Montpellier pour aller voir ses copains, aller à les fêtes du Parti communiste, etc. Voilà, j'étais vraiment heureux avec lui. Pourriez-vous décrire, alors en 3 adjectifs, l'ambiance qui régnait dans le foyer de votre enfance ? C'était pas une ambiance très gaie. Mes parents étaient des gens qui ont vraiment fait de leur mieux pour nous faire grandir, mon frère et moi, mais qui étaient très anxieux, très dépressifs, très inquiets, très fragiles, qui n'étaient pas préparés au bonheur. Ils faisaient partie de cette génération, je dis ils faisaient puisqu'ils sont décédés, de cette génération qui avait été éduquée à la dure. Ils venaient de milieux très pauvres, tous les deux, et leur objectif existentiel, c'était s'en sortir matériellement, ne pas retomber dans la misère. C'était permettre à leurs garçons de faire des études. Et donc, c'était pas une ambiance joyeuse, légère. Mais voilà, je crois qu'ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu de leur mieux. Tenez-vous un journal intime, Christophe André ? Oui. Une sorte d'exercice quotidien ? Oui, c'est très. Alors, c'est pas quotidien, c'est irrégulier, mais en tout cas, il ne se passe pas une semaine sans que j'y aille plusieurs fois. C'est très bien, le journal intime. Ça nous empêche de ruminer. Quand on a des soucis, les coucher par écrit, que ce soit sur écran ou sur papier, leur donne forme, mais les fait un peu sortir de nous. Coucher ses bonheurs sur le papier aussi. Il ne faut pas se servir du journal comme d'un déversoir à chagrin, d'en raconter aussi tout ce qui nous a fait du bien. Ça fait qu'on se mémorise encore mieux ces bons souvenirs, qu'ils deviennent des forces comme ça dans notre mémoire. Oui, je suis un fan absolu de l'écriture de soi. Alors, question technique, où le mettez-vous dans la journée, ce journal intime ? Où est-il chez vous ? Alors, chez moi, là, actuellement, il est sur mon ordinateur, malheureusement, parce que c'est finalement comme ça que c'est le plus pratique. Oui. Et les anciens, ceux qui étaient manuscrits ? Les anciens, c'était sur des petits carnets Moleskine, dont j'ai toute une collection. Que je planque un petit peu, évidemment, je suis comme tout le monde, je n'ai pas trop envie qu'on rentre. Fouiller dans... Ouais, en tout cas de mon vivant, je trouve ça gênant, même si j'y dis rien de menaçant. C'est surtout un journal intime centré sur le fonctionnement de mon cerveau, pourquoi je réagis comme ça, et puis le stockage des bons souvenirs. Mais vous y retournez parfois, vous relisez ? Ouais. Ah oui. Donc vous en avez besoin, vous ne pouvez pas le détruire là, il y a une part de vous qui partirait. Ah oui. Et puis, non, puis je souhaite que mes proches puissent
le retrouver après ma mort, quoi. Ah. Oui, parce qu'ils y sont, évidemment. À quel âge, Christophe André, avez-vous été pour la première fois confronté à une maladie mentale? Ben ça, c'est un souvenir rétrospectif parce que je crois que c'était les souffrances de mes parents qui ont été mon premier contact avec la maladie mentale, mais je l'ai compris une fois que je suis devenu jeune médecin. Tout à coup, je me suis dit: «Mais quand même, quoi, tout ce que tes profs te racontent sur les souffrances psychologiques, c'est ce que tes parents essayaient de leur mieux de traverser». Donc oui, malheureusement, c'était mes parents qui ont été mes premiers patients, évidemment, je n'ai pas été capable de les soigner, mais les premières personnes que j'ai vues souffrir de façon chronique et douloureuse, ouais. Avez-vous déjà perdu votre estime de vous? Et si oui, dans quelles circonstances? Alors, ça s'est passé différemment. Moi, j'avais pas beaucoup d'estime, pour moi quand j'étais gamin. D'abord, première étape, c'était pas l'enjeu, c'était pas la question, quoi. Je j'ai pas grandi dans un milieu où on me valorisait, où les gens autour de moi se valorisaient. Mon grand-père insistait plus sur la solidarité, l'altruisme, mes parents sur le boulot, le fait de pas déranger les autres et donc j'avais pas un besoin d'être admiré, d'avoir des succès. C'est-à-dire, pour le dire autrement, tous les succès que j'ai eus dans ma vie pendant très longtemps, c'était des bonnes surprises. Je cherchais pas à être premier de la classe ou je cherchais pas à gagner, à triompher. Quand ça m'arrivait pas tout le temps, loin de là, mais chaque fois que ça m'arrivait, j'étais un peu étonné, mais je le vivais pas comme une confirmation, une validation. Et donc du coup, l'avantage de ça, c'est que c'était difficile aussi de me démonter puisque ni la défaite, ni la victoire n'avaient de grande importance. Finalement, j'avais intégré assez tôt, parce qu'en écoutant, en voyant autour de moi, que toute ma vie, il y aurait comme ça des claques et des caresses, des triomphes et des catastrophes, et que c'était le loyer de la vie, tous ces hauts et ces bas. Donc, voilà, j'ai jamais totalement perdu. Alors après, c'est intéressant qu'aujourd'hui vous vous intéressiez à cette question d'estime de soi en étant vous-même finalement assez peu sensibilisé à ce sujet dans votre vie personnelle à vous. C'est intéressant. Vous avez voulu comprendre en fait. Exactement. C'est au contact de mes patients que j'ai compris à quel point si on ne s'occupait pas de cette dimension en tant que soignant, on est condamné quand même plus ou moins à rechuter régulièrement ou être un peu claudiquant dans leur bien-être. Je dois aller très vite, mais j'aimerais vous en poser encore 1000 autres. Avez-vous toujours eu envie de sauver l'autre? Finalement, là aussi, c'est peut-être une reconstruction, mais je crois que oui. Pour moi, c'était vraiment important je crois que j'ai une aversion, beaucoup d'humains ont ça, presque tous les humains, une aversion à la souffrance. Je n'aime pas voir les gens souffrir, ça réveille de la souffrance en moi en écho, et puis j'aime bien faire du bien, j'aime bien aider, voilà, c'est comme ça. Quel est le frein principal, enfin votre frein à vous principal à la joie, à votre avis? Moi, j'ai pas d'aptitude à la joie. Donc, le frein principal à la joie, chez moi, si je ne fais pas d'effort, c'est l'absence d'effort. J'ai un curseur qui me tire plutôt vers la tristesse, quoi. J'ai un petit fond dépressif qui n'est pas insurmontable, hein, et je suis pas le seul à l'avoir. Et non, le frein à la joie, c'est la paresse. C'est si je fais pas l'effort de me dire, mais attends, ça suffit, la plainte, quoi, voilà, c'est bon, la vie est belle, bouge-toi. C'est un peu comme ça, volontariste, mais en même temps, ça enclenche quelque chose de vertueux. Oui, ça marche quand même. Un exercice d'ascèse qui vous convient? J'adore l'ascèse. Donc méditation, silence? J'adore jeûner, j'adore méditer, j'adore marcher tout seul jusqu'à l'épuisement. Ça ne me dérange pas quand je suis seul, de voir personne, de manger tous les jours la même chose. J'adore les retraites dans les monastères, donc j'ai aucun mérite. J'aime bien tout ce qui me dépouille de l'inutile et qui me permet d'aller à l'essentiel. Donc l'ascèse, d'ailleurs c'est drôle, ascèse en grec c'est askésis, s'exercer, s'entraîner, et ça ressemble à une contrainte, mais c'est une contrainte féconde, l'ascèse. Ça écarte tout ce qui n'est pas fondamental. La dernière fois, Christophe André, que vous avez pleuré? J'aime pas trop cette question parce que je suis un très émotif, c'est mes filles qui me font pleurer, quand elles me font
des grands bonheurs, c'est plutôt des pleurs de joie alors. Et comment dissoudre la tristesse? Vous avez une astuce? Des conseils, astuces, ça marche jamais à tous les coups, non? La tristesse, elle se dissout dans l'action, sortir, aller marcher, admirer, se réjouir d'être en vie, faire du bien aux autres. Mais vous allez me sortir de tout ça, alors on va venir en parler ensemble. Christophe André, vous diriez que notre époque, qui a fait de la performance une sorte de quête permanente, a produit des personnes au cœur plus endurci qu'avant. Est-ce qu'il vous arrive de vous retrouver face à des personnes extrêmement cadenassées sur lesquelles vous n'avez aucune prise possible? Oui, hélas, oui. Enfin, en tant que médecin, que psychiatre, c'est déconcertant pour nous quand des gens viennent nous voir. En général, on les a forcés à venir, c'est les conjoints ou l'entourage. Et puis, ils s'installent comme ça et on sent qu'ils n'ont pas du tout envie de baisser la garde, de s'ouvrir pour progresser. Parce que en psychologie, ce qui nous aide à progresser, c'est d'abord l'acceptation de ce qu'on est, l'acceptation de ses points faibles, de ce qui ne va pas, de ses souffrances. Et accepter ses fragilités, c'est pas les mettre en avant, les balancer à tout le monde, c'est pas s'y soumettre, c'est juste se dire je suis là, je vois bien que ça m'empêche d'aller plus loin, d'aller vers quelque chose de mieux, de plus doux, de plus stable, de plus fort en moi. Et donc, un certain nombre de personnes, comme vous le disiez, choisissent de se verrouiller, choisissent des stratégies qui sont des stratégies de la cuirasse, de la carapace. Ils choisissent de se durcir, de traiter les autres durement également pour les tenir à distance. Si je suis dur, si je suis cassant, c'est un signal aussi que j'envoie aux autres. Il ne faut pas trop me titiller, restez où vous êtes, faites ce que je vous dis. Et tout ira bien. Et si vous vous rapprochez trop, non, ça n'ira pas bien. Oui, alors, est-ce que notre époque en fabrique plus qu'autrefois? Je ne saurais pas vous répondre, parce que d'abord, on n'a pas de données sur ça. Moi, je pense quand même que les époques qui nous ont précédés étaient plus dures que la nôtre. Nous vivons une époque très compliquée, mais qui est moins dure, en tout cas en Occident, que ce qu'ont vécu nos parents, qui connaissaient quand même les famines, les guerres, les enfants qui... Oui, mais des problèmes exogènes. Aujourd'hui, notre époque, elle exige le bonheur à tous les coins de rue. Donc il y a des injonctions nouvelles qu'il n'y avait pas avant. Tout à fait. Et je crois que c'est plutôt ça le paradoxe, c'est qu'au fond, notre époque devrait nous avoir attendris, nous avoir rendus plus solidaires, plus bienveillants. Si on était intelligent, le fait d'avoir traversé toutes les horreurs, toutes les guerres, de le savoir, de mieux connaître le fonctionnement de l'esprit humain, devrait nous rendre plus cool, plus détendu, plus fraternel, plus bienveillant, plus solidaire. Et on voit que c'est pas tout à fait le cas, pas complètement le cas. Pourquoi, à votre avis? Ça, j'ai du mal à vous l'expliquer. Je crois que ça dépasse. Vous savez, les psychiatres, ils n'ont pas réponse à toutes les énigmes qui concernent les humains. Non, mais ce besoin de tendresse, cette possibilité de tendresse, pourquoi c'est un endroit où, quand on cherche la tendresse, finalement, on se rend vulnérable, on descend un peu en soi-même à des endroits de fragilité et on s'expose à un risque. Est-ce que c'est, vous parlez de tendresse, être attendri? Oui. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une sorte d'étanchéité qui rend très difficile? Certaines personnes, non. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients qu'ils ont besoin d'affection, d'amour, de tendresse, de bienveillance, de gentillesse. Je crois que la majorité des humains n'aspirent qu'à ça en réalité. Mais la société ne nous le permet pas toujours, parce qu'effectivement, on a cette confusion entre, par exemple, pour la gentillesse, beaucoup de gens ont peur d'être trop gentils parce qu'ils disent c'est un signal de faiblesse que j'envoie aux autres et c'est aussi une façon de se faire avoir. Et ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que la gentillesse, ce que vous tirez du côté de la gentillesse, vous ne le retirez pas forcément du côté de la fermeté. C'est un système bidimensionnel. Vous pouvez être très haut en gentillesse et très haut en fermeté. Je peux être très ferme et très gentil. C'est-à-dire, c'est quoi la gentillesse? C'est décider, a priori, sans connaître les gens, de commencer par vouloir leur bien, de dire je vais être sympa, accueillant, bienveillant, et on verra bien ce qui se passe après. Si la personne ne joue pas le jeu, je peux aussi être très ferme et l'engueuler, lui dire que c'est pas possible de fonctionner comme ça.
Et pas être nécessairement le faible de l'histoire, quoi. C'est ça. Oui, la gentillesse ne condamne pas à la faiblesse. C'est ça que moi, je voudrais marteler. Et c'est pareil, accepter ses fragilités, ses vulnérabilités, ça ne veut pas dire être obligé d'en parler tout le temps à tout le monde, mais au moins déjà être sincère avec soi et avec ses très proches, et montrer qu'à côté de ça, on peut être très fort, très costaud. Alors, il y a un élément dans ce livre, S'estimer et s'oublier, qui me saute aux yeux, c'est le rapport au corps. L'importance du corps, et ça va avec ma première question, est-ce que l'époque actuelle qui nous virtualise énormément, qui nous projette beaucoup dans notre mental, grâce aux outils numériques, à la rapidité, qui nous empêche de descendre dans notre corps, ne devrait pas, pour chercher la tendresse, chercher la gentillesse, aller puiser dans ces ressources profondes et des ressources plus fragiles, plus fines, de redescendre dans son corps, et comment être dans l'ici et maintenant avec son corps dans le présent. Oui, ça la psychologie a besoin du corps. C'est-à-dire, moi, c'est une erreur qu'on a fait longtemps en psychiatrie, en psychologie, qui est un peu liée à la position dominante qu'a eu la psychanalyse. La psychanalyse, c'est un exercice intellectuel passionnant, mais uniquement cérébral. On s'allonge et on cause, et puis on travaille sur ce qu'on a dit ou ce qu'on n'a pas dit. Bon, très intéressant, mais il manque la moitié du boulot, c'est-à-dire c'est le corps. D'ailleurs, on s'est aperçu, moi je dirais que parmi les grandes choses dont on s'est aperçu sur ces dernières années, dans le monde de la recherche et du soin, en psychologie, en psychiatrie, c'est qu'on ne pouvait pas faire sans le corps. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de psychiatre, donc c'était il y a 40 ans, c'était un autre siècle, on ne s'intéressait pas au corps, on ne demandait pas à nos patients s'ils faisaient de l'exercice physique, ce qu'ils mangeaient, donc les histoires de microbiote, la respiration aussi. Voilà, comment ils respiraient. C'était comme si finalement le cerveau était tout puissant. Énorme péché d'orgueil, nous sommes toute puissance, justement. Voilà, nous ne sommes pas juste des cerveaux posés sur des machines, on est des êtres humains avec tout un équipement biologique corporel. Donc aujourd'hui, quand vous soignez quelqu'un sur le plan psychologique, vous vérifiez qu'il fasse suffisamment d'activité physique, qu'il vive suffisamment d'émotions agréables. Les émotions, c'est le corps, c'est pas se dire « Ah, cette situation est agréable », c'est prendre le temps de respirer, de ressentir qu'est-ce que c'est qu'un corps heureux, qu'est-ce que c'est qu'un corps qui se sent bien, pour amplifier ce sentiment de bien-être. Donc, c'est aussi vérifier ce que je mange. On sait aujourd'hui que la qualité de ce que je mange, la manière dont je le mange, l'état d'esprit, manger à toute allure en pensant à ses soucis, ça joue un rôle important dans mon équilibre mental. Donc oui, le corps est un truc capital. Capital. Et vous, si vous deviez définir l'endroit où l'estime de soi se niche dans votre corps, ce serait où? Ce serait sur un coin de bras, le sternum, les genoux, je ne sais pas. Alors c'est drôle que vous parliez de ça, parce qu'il y a des chercheurs qui étudient effectivement à quel endroit se localisent les émotions. Alors, et toute la kinésiologie, c'est ça aussi. Oui. Alors, par exemple, peut-être que l'émotion la plus proche de l'estime de soi, ça serait la fierté, quelque chose s'en approchant. Et donc, la fierté, évidemment, c'est dans la poitrine, quoi. On sait que dans le monde entier, quand vous demandez, quelle que soit la culture, à des Papous, des Esquimaux, des Sud-Américains, des Russes, des Napolitains, des Norvégiens, des Africains, bref, n'importe quel humain vous dit « Montrez-moi avec votre corps, la fierté ». On bombe le torse, on dilate son torse, on lève le menton, voilà. Et ça, toutes nos émotions passent dans le corps. Ça, c'est un truc. Et donc, si on veut améliorer les souffrances émotionnelles, anxiété, dépression, on va aussi donner des conseils de bon usage du corps. La méditation, cette petite révolution qu'a été la méditation dans le monde de la psychologie, utilise énormément le corps. Les premières recommandations, c'est prenez conscience de votre respiration, de votre corps, observez tout ce qui se passe, est-ce qu'il y a des choses agréables, des choses désagréables. N'ayez pas peur d'accueillir vos douleurs, explorez-les, visitez-les, respirez avec elles. Donc, c'est très important. Et vous diriez que vous, dans votre culture familiale d'enfant, le corps était très absent. Vous étiez dans une exigence, presque, le corps était un moyen pour... On le rudoyait. Oui. N'écoute pas ton corps, si tu es malade, travaille quand même, baisse la tête, continue. Alors, comment vous avez appris à dompter ce corps et surtout à le comprendre, à l'écouter, comme si vous parlez un peu? Ouais, j'avais 2 canaux, 3 même d'ailleurs, mais 2 canaux qui étaient voir
chez mes patients ce qui se passait. Moi, mes patients m'ont beaucoup soigné, beaucoup appris. J'ai beaucoup appris à leur contact, en partageant leurs souffrances, en les accompagnant dans leur progrès. C'était très rare que je me dise pas, tiens... Ça fait résonner quelque chose. Il y a un truc chez toi qui te parle dans ce que te dit cette personne. Donc, il y a eu ça. Il y a eu mes propres malheurs avec mon corps. Moi, il m'arrivait des trucs invraisemblables. C'est-à-dire, j'étais dur au mal, comme on dit. J'étais éduqué à être dur au mal. Dans la famille, il fallait être dur au mal, on ne peut pas se plaindre, etc. J'ai fait du rugby. Donc, au rugby, on vous apprend à être dur au mal, et même, c'est une qualité, quoi. Plus tu prends de nions, plus tu y retournes, plus tes copains trouvent que tu es bon, quoi. Et donc, ça m'est arrivé dans ma jeunesse d'avoir des fractures que je traînais. Histoire célèbre auprès de mes copains, c'est une fracture du péroné que je m'étais faite au ski, et je n'ai fait la radio que 15 jours après. C'était atroce. Je me disais, alors que c'est un lieu de douleur immense, le péroné. Je me disais, tu t'es fait une grosse entorse, et je continuais d'aller bosser. Puis quand c'est devenu tout bleu, tout gonflé, je vais faire une radio. Puis le radiologue fait la radio, et il me dit, mais vous m'avez dit que vous étiez médecin. Parce que le type se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce branque de médecin qui fait la radio 15 jours après? Je dis, oui. Médecin de la tête. Quelle spécialité? Psychiatre. Et là, il dit, ah. Je comprends. Je comprends. Détachement total. Et le troisième canal, vous avez l'air de dire qu'il y avait mon 3 canaux. Mon épouse. Ah, ouais, alors c'est le meilleur celui-là. Racontez-moi un peu ça. Ben non, qui me dit, tu prends pas soin de toi, tu fais n'importe quoi. Quand tu es fatigué, il faut te reposer. Quand tu es malade, il faut t'arrêter. Là, tu maltraites ton corps. Et donc l'autre qui prend soin de vous, finalement, vous donne envie de vous prendre un peu comme un, pas tout comme de un suite. allié, quoi. Ouais, on n'écoute pas trop son conjoint, malheureusement, pas assez vite. Mais non, peu à peu, tout ça finit par vous ouvrir les yeux quand même. Mais comment, d'après la description que vous faisiez de votre enfance, où vous étiez beaucoup dans l'action et dans le devoir, comment avez-vous accepté finalement que quelqu'un d'autre vous aide à avancer, que finalement il y a aussi toute cette thérapie d'accepter que l'autre vienne en aide? Et l'autre, vous parlez de mon conjoint. De votre épouse, mais aussi de vos patients. Enfin, finalement, il y a toute une logique de relation qui s'est mise en place très tôt dans votre construction, pour devenir le Christophe André que j'ai en face de moi. Oui, mais c'est... là aussi, c'est-à-dire, j'étais persuadé qu'il ne fallait rien demander aux autres, ne pas demander de service, ne pas demander d'aide, que quand elle venait, c'était super, mais bon... Et puis, peu à peu, j'ai compris que c'était une absurdité. Mais c'est drôle, parce que ça a été un cheminement à la fois dans mon métier, avec toujours un peu d'avance dans mon métier par rapport à moi, c'est-à-dire expliquant aux patients que l'estime de soi, il ne fallait pas la baser uniquement sur ses capacités. Il ne fallait pas que ça soit uniquement une ressource interne. Il faut que ce soit une ressource interne. Il faut qu'on ait cette force en nous, de s'estimer, de se respecter, de vouloir le meilleur pour nous. Mais c'est important aussi de comprendre que les autres peuvent nous aider et d'avoir des ressources externes, parce que si vous ne croyez qu'en vous, le jour où vous êtes en échec, en difficulté, vous êtes privé. La flamme en vous s'est éteinte et vous êtes cuit. Si vous savez que vous pouvez demander aux autres, qu'ils le font avec plaisir, qu'ils aiment vous aider, si vous l'avez expérimenté, pratiqué, là, c'est quelque chose qui va vous sauver dans les moments difficiles. Donc, je l'ai pratiqué, je l'ai expliqué à mes patients, je leur ai fait travailler ces choses-là, puis tout en me disant... Est-ce que tu le fais vraiment? Ça a toujours été un questionnement qui m'a semblé capital. C'est-à-dire, tu ne dois pas demander aux autres de faire des choses que tu n'es pas capable de faire. Et très souvent, je travaillais beaucoup sur moi en me disant, il faut que tu sois à la hauteur de ce que tu demandes à tes patients. Tu l'expérimentes toi-même. Oui. Tu peux pas... voilà. Mais par exemple, pour la méditation, vous ne pouvez pas enseigner la méditation si vous ne méditez pas vous-même très régulièrement. Et tout ça, et cette nécessité d'être aligné, d'être bien dans ses baskets, de ne pas mentir, c'est très important. Et ça se sent. Je pense que, de toutes les façons, l'efficacité d'une thérapie est fondée sur aussi la capacité que les deux interlocuteurs soient dans la vérité profonde de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent. Donc, c'est une des clés du soin. Sans doute. Merci Christophe André d'avoir répondu avec autant de générosité à toutes mes questions. Je rappelle le titre de votre dernier livre, formidable livre, « S'estimer et s'oublier » à l'infinitif. C'est paru chez Odile Jacob.